Pourquoi donc aller voir une épave en prenant de tels risques alors que l'on peut en voir les images? Il y a de bien plus grands bateaux qui flottent, il y a de beaux bateaux même en dehors de l'eau, même si c'est subjectif. L'histoire, la légende, dire qu'on y était. En tout cas, il y avait certainement plusieurs motivations qui peuvent être différentes selon les 5 personnes présentes dans ce sous-marin. Effectivement, dans ce sous-marin, il y avait un scientifique, spécialiste du Titanic, qui voulait aller repérer un peu plus les lieux. Il y avait le dirigeant de l'entreprise même qui a créé le sous-marin, et il y avait 3 personnes dont le pouvoir d'achat leur a permis de faire partie de l'aventure. Et ces 3 types de personnes ont bien entendu des motivations différentes qui les ont poussés à la même action. Ils ont donc pris exactement la même décision, mais avec des motivations complètement différentes qui les a amenés au même résultat. Alors, dans le lot, qui est fou et qui ne l'est pas? Eh bien, vous allez voir que ça demande une petite analyse différente de ce que l'on voit dans les médias, même s'il ne fallait pas s'attendre à autre chose, ils ne sont là que pour informer. Et vous allez voir comment vous pouvez être amené à prendre des décisions que vous pouvez par la suite analyser comme idiotes ou insensées. Et nous allons essayer de voir comment nous pouvons éviter de prendre ce genre de décision. Alors, j'ai parlé de motivation pour utiliser un mot commun, mais en réalité, la motivation n'est qu'un résultat de plusieurs sentiments combinés. La motivation, c'est ce qui nous met en mouvement, comme son nom l'indique, motivation. Et si ça vous intéresse que j'en parle prochainement, je vous encourage à me le faire savoir dans les commentaires ou en message privé. C'est pas juste pour amener des commentaires, hein, mais ça me permet de savoir ce qui vous intéresse réellement. Alors, je ne parlerai donc pas de motivation, c'est quelque chose de trop éphémère et qui combine trop de choses différentes, mais on peut parler du désir comme raison déterminant un objectif. Car effectivement, ces 5 personnes avaient un grand désir d'aller voir cette épave. Alors, qu'est-ce que le désir et comment le construit-on? Eh bien, vous allez voir, c'est très important pour comprendre ce qui nous motive, justement, ce qui nous met en mouvement, parfois de façon inconsidérée. Le désir, c'est le plaisir imaginé. L'imagination, c'est notre faculté à relier entre elles des images ou des idées indépendamment de tout lien logique. Il est donc très important de comprendre que notre imagination, dont naît le désir, est capable de relier des idées entre elles sans faire appel à la logique. L'imagination n'ayant pas de limite, elle peut sans problème nous conduire vers des actions déraisonnables afin de combler un manque construit, c'est-à-dire le désir. La raison nous permet d'émettre des valeurs comme ce qui est bien ou ce qui est mal pour nous, ce qui est vrai ou ce qui est faux, et ce sont ces valeurs sur lesquelles nous nous basons pour construire notre vision du monde. Or, le désir, de par l'imagination sans limite dont il découle, peut nous conduire vers l'irrationnel ou le déraisonnable, et nous faire oublier donc nos valeurs. Le désir est donc une tension née d'un manque qui vise un objet dont la possession est susceptible de nous procurer de la satisfaction et donc du plaisir. Lorsque je parlerai d'objet, comprenez que ça ne fait aucune différence qu'il s'agisse d'un objet au sens commun du terme, quelque chose d'inanimé, ou d'un être vivant, ou d'une situation, ou d'une action. L'objet, c'est vraiment, ce vers quoi notre intention est portée. Donc, ce manque qui crée le désir est créé par l'imagination. Si donc c'est un manque, cela veut dire qu'on s'est imaginé la satisfaction ou le plaisir créé par cet objet avant même d'y avoir accès. Donc par exemple, lorsque vous visitez une maison ou un appartement, pour l'acheter ou pour le louer, vous vous imaginez dedans. Et vous vous imaginez la satisfaction ou non que vous aurez à vivre au jour le jour dans cet endroit avec vos meubles, vos habitudes, votre famille, le cas échéant. On dit d'ailleurs qu'il faut se projeter. C'est intéressant, hein, d'ailleurs, l'utilisation de ce mot projeter, comme si on se lançait dans la scène. Et donc, le désir d'achat ne fait que répondre à un manque créé par votre imagination lors de cette visite. Et ce manque, si on va plus loin, c'est en réalité une souffrance. Et donc, la possession de l'objet ne fait au final que mettre un terme à la souffrance provoquée par le manque.
Et donc, si vous avez bien suivi, nous créons une souffrance pour un objet, ou une situation, ou une personne, que nous ne possédons pas, en imaginant le plaisir qu'il pourrait nous procurer alors que nous ne connaissons même pas ce plaisir. Mais nous associons différentes notions que nous connaissons pour créer ce possible plaisir. Est-ce que vous percevez bien l'irrationalité de la situation? Ça donne à réfléchir. C'est d'ailleurs ce qui permet par exemple à des gens de vous vendre un concept ou un objet en vous faisant croire qu'il est nouveau et qui va enfin vous permettre justement d'atténuer la souffrance provoquée par un manque qu'ils ont eux-mêmes parfois créé en vous, en vous faisant imaginer la situation dans laquelle vous serez après l'acquisition de leur service ou de leur objet, pour lesquels ils vous ont créé du désir. Vous voyez ? Je ferme la parenthèse, mais vous voyez que là, on a le combo. Donc, une souffrance créée par un manque qu'on vous a fait imaginer et on provoque le désir pour un objet qu'on va vous vendre. Vous voyez, on a le combo. Donc, d'où peut venir le désir d'aller prendre des décisions que l'on peut penser inconsidérées pour aller juste regarder au travers d'un hublot de 60 cm une épave, alors qu'on a déjà de nombreuses images. On pourrait envoyer un sous-marin sans êtres humains, juste pour prendre les images ou filmer. J'ai même appris à cette occasion à la télévision qu'il y avait une équipe qui avait complètement scanné l'épave avec une énorme précision. Et bien là, c'est là que l'imagination en fait prend toute son importance. Et il faut décomposer ce désir provoqué par l'imagination en plusieurs niveaux. Alors, le premier niveau, c'est le niveau physique, que vous allez comprendre très facilement. Je vais prendre un exemple. Si vous voulez par exemple aller visiter un pays, vous prenez le pays qui vous fait le plus rêver, voilà, je vais pas en citer un particulièrement. Vous pouvez en 5 minutes aujourd'hui sur Internet trouver des tonnes de vidéos, de reportages, de blogueurs qui vont vous faire ressentir l'ambiance, marcher dans les rues avec eux, vous faire visiter le pays, voire même vous faire discuter avec des gens, des habitants de ce pays. Est-ce que cela vous suffirait pour vous dire « Ok, j'ai plus besoin d'y aller, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai vu les reportages, c'est bon, je connais le pays, je ne veux plus y aller. » Alors vous pouvez répondre en commentaire, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup de voir la proportion de gens à qui cela suffirait, ou qui pour des choix idéologiques ou autres n'iraient pas. Dans tous les cas, vu le trafic aérien, je pense qu'une grande partie des gens ne se contentent pas de cette possibilité de visite virtuelle. Et là, il y a quelque chose, une notion de notre désir qui doit passer par notre corps, par nos sens. Il y a toujours une composante charnelle dans le désir qui fait que être dans un pays physiquement, ressentir par notre corps ces impressions, ne donne pas la même chose que les sentir virtuellement. En tout cas, tant qu'on n'aura pas des machines qui nous permettront de nous brancher à notre cerveau et de nous faire ressentir les choses comme dans un film, comme dans un film de science-fiction. Et même là, je suis convaincu que ça ne marcherait pas, mais bon, c'est encore un autre sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi, encore une fois, en commentaire, on pourra en reparler de tout ce côté virtuel. Alors, cette composante charnelle du désir est également liée à notre volonté d'altération de l'objet désiré. C'est-à-dire que on veut être capable, même si on ne le fait pas, mais on veut être capable de modifier, d'altérer l'objet de notre désir. Par exemple, lorsque l'on va voir un objet célèbre ou un lieu célèbre, on a toujours envie de toucher. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais bon, c'est d'ailleurs tellement vrai qu'il y a partout autour des œuvres, autour des statues, des choses un peu sensibles, il y a des barrières pour qu'on évite de toucher. C'est pas des choses, c'est pas des cages, il y a juste un fil, mais ça nous évite d'aller toucher. Et ça s'explique que par le plaisir que l'on pourrait ressentir de toucher quelque chose, mais pas le plaisir de toucher vraiment, mais ça nous permet juste d'interagir, de rendre réel, d'altérer même de façon minime, mais en tout cas de façon au moins symbolique ou spirituelle, l'objet du désir. C'est d'ailleurs encore plus vrai dans les relations humaines ou les relations de couple. Prenons une phrase toute simple, par exemple, on dit « je voulais le voir de mes yeux ». Vous voyez, en général, visuellement, ça ne change rien. Qu'on voie la tour Eiffel dans un reportage ou quelque chose, ou qu'on la voie de ses yeux, ça ne change rien visuellement. Mais le fait de le voir de ses yeux, ça nous donne l'impression que nos yeux ont directement attrapé la lumière. Il y a une interaction entre nous et l'objet du désir. Ça nous le rend plus palpable, plus altérable. De même, la possession d'un objet, comme un téléphone ou une voiture, c'est censé combler un manque par son utilisation, et donc par son inévitable dégradation, son usure, donc son altération.
Et donc, on a envie de posséder l'objet physiquement, de l'avoir dans les mains, de pouvoir l'altérer. Et ça fonctionne de la même façon si l'on sait que l'objet aura des conséquences négatives au premier abord. C'est-à-dire qu'on a besoin de vivre les conséquences négatives d'une idée ou d'une envie pour s'approprier le savoir, comme les enfants par exemple ont besoin de faire une bêtise pour en intégrer les conséquences. Sauf si on est convaincu que les conséquences seront, par exemple, très graves ou mortelles, bien sûr. Par exemple, on n'a pas envie de faire l'expérience de se tirer une balle dans la tête. Voilà. Mais bon, on ne va pas partir trop loin, on va revenir à notre sujet. Donc on vient de voir un premier aspect du désir qui est le côté charnel, le côté possessif de la chose, qui peut expliquer en partie le désir de chacun de ces 5 occupants de ce sous-marin qui ont pris la décision d'y aller. Un deuxième aspect du désir est un bénéfice secondaire en réalité, c'est-à-dire indépendant de l'objet lui-même, mais plus dépendant de la fascination collective qu'il peut provoquer. Et dans le Titanic, là, on est carrément dans le sujet. C'est le besoin de reconnaissance de ce que peut être le monde pour nous. Sa famille, par exemple, son entreprise, sa ville, son pays, sa planète, bon. Et donc, on se mesure par rapport à ce monde directement. Et on peut désirer, alors premièrement, faire plus que les autres, si on mesure sa valeur par rapport aux autres. Et c'est naturel, ce qui ne veut pas dire que c'est normal, attention, mais c'est naturel. C'est la concurrence inhérente à notre condition d'être vivant, soumis à la sélection naturelle. Et donc, il est naturel d'avoir développé cette volonté de faire ou d'avoir plus que les autres. Si c'est dans notre système de valeurs. Il est possible de s'en détacher, mais c'est plus difficile. C'est un autre sujet. C'est le syndrome des millionnaires qui veulent être milliardaires et des milliardaires qui veulent être multimilliardaires, voilà. Il y a un biais de cadrage d'ailleurs, avec leur entourage pour ça, mais bon, ça m'éloignerait trop du sujet encore, mais s'il vous plairait qu'on traite le sujet, dites-le moi en commentaire, je vous remercie par avance. On peut aussi désirer atteindre un stade ou un niveau que personne ne pourra dépasser. Et là, encore une fois, ça dépend vraiment de quel monde nous importe. Par exemple, si vous voulez grimper sur l'Everest, pourquoi pas une montagne juste à côté qui est 10 mètres plus bas? Eh bien parce que c'est la plus haute montagne, c'est l'endroit a priori le plus haut de la Terre. Mais cela veut dire aussi qu'il n'y a pas que l'altitude qui compte. Parce que sinon, si c'était ça, on prend un avion, ça coûte moins cher, c'est moins pénible, en 5 minutes on dépasse l'Everest. Donc vous voyez que ça dépend vraiment de notre vision du monde, de ce qui importe pour nous, de ce qu'est notre monde, de la façon dont on se le représente. Donc vous voyez que tout ceci consiste en réalité à devenir unique ou rare, à se sentir privilégié, intéressant, à être un symbole, celui qui a été là, celui qui a fait ça. Alors vous allez me dire, c'est un truc de riche, complètement mégalo, mais ne croyez pas ça, je vais vous montrer que vous le faites aussi, on le fait tous. Vous le faites par exemple lorsque vous vous rendez à un événement et que vous le filmez avec votre téléphone. Par exemple, un concert ou un événement sportif, par exemple, ou un spectacle. Un événement qui est déjà filmé, par exemple, il y a la télévision ou autre. Il y a 30 caméras autour. L'événement sera mieux filmé que vous ne pourrez jamais le faire de toute façon. Mais vous sortez quand même votre téléphone pour filmer les meilleurs moments. Et vous vivez ces moments en direct à travers votre écran, alors que vous êtes venu justement pour ne pas avoir à vivre l'événement à travers un écran. Est-ce que cela vous semble logique, votre comportement à ce moment-là? Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, est-ce que vous en ressentez lorsque vous faites ça? Et attention, il n'y a aucun jugement, tout le monde réagit de la même façon. Si vous faites ça, si vous faites ce sacrifice de ne pas profiter pleinement de l'événement pour lequel vous avez payé et pour lequel vous vous êtes déplacé, pensez à ce que vous ressentez et ce que vous vous dites au moment où vous sortez votre téléphone et où vous commencez à filmer. C'est pour pouvoir montrer à tout le monde que vous y étiez. Et c'est donc pour vous sentir intéressant ou privilégié, et c'est pas forcément malsain, il s'agit juste de s'en rendre compte, mais on en reparlera plus tard. Et donc là, puisque tout désir naît de la création d'un manque, vous vous rappelez, on est censé combler un manque de reconnaissance. C'est vraiment un besoin humain qu'on peut surpasser, mais là, par expérience, c'est difficile de le faire seul. C'est là qu'un coach ou une personne qualifiée pour vous accompagner peut vous aider si cela vous pousse à des comportements qui vous nuisent. Au travail, par exemple, ça arrive souvent, ou dans un couple, ou avec votre entourage.
Alors, bien sûr, j'ai pris ici un exemple très léger, hein, on n'est pas là pour déprimer, et avec des conséquences ridicules. Mais le même comportement dans d'autres circonstances peut vous jouer des tours néfastes, juste pour avoir cette reconnaissance des autres. Donc là, dans ce deuxième aspect du désir, celui du bénéfice secondaire tourné envers la reconnaissance sociale, on peut penser que les 3 milliardaires qui étaient dans le sous-marin seraient soumis à ce type de désir. D'ailleurs, il y en a un qui avait déjà payé pour avoir une place dans une fusée pour aller dans l'espace. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'aller où personne d'autre, ou en tout cas où très peu de gens, peuvent aller. Et encore une fois, ce n'est pas du tout négatif a priori, hein. Notre espèce s'est développée grâce à ça. Ce n'est pas pour rien si nous avons ça dans les gènes. C'est parce que ça a permis à notre espèce de mieux survivre, ou de survivre mieux en tout cas, grâce à des explorateurs, à des expérimentateurs, des personnes qui ont été là où personne n'était allé, ou qui ont fait ce que personne n'avait fait. Du coup, la prise de risque nécessaire ne fait qu'augmenter la valeur de l'objet de par son inaccessibilité. C'est également pourquoi, lorsque vous regardez une star ou un influenceur, par exemple, retenez bien cet exemple, il doit vous faire croire à l'inaccessibilité de sa vie ou de son style de vie, en dehors de l'utilisation d'un produit ou d'un service qu'il pourra associer à son image pour vous le vendre. Ce n'est qu'en créant une image inaccessible a priori qu'il ou elle sera capable de vous vendre un produit ou un service qui vous permettra de vous convaincre que finalement, vous pourrez accéder à ce que vous pensiez inaccessible, et en rendant d'un coup cette image inaccessible accessible, il crée en vous le manque et donc le désir, un désir tourné vers l'opportunité qu'il va vous vendre. Donc maintenant, on a le cas du scientifique, ce sera le troisième aspect du désir dont nous parlerons ici. Et pour lui, on est typiquement dans un cas de réelle passion pour l'objet lui-même. Et là, quand on rentre dans la passion, on court après un désir qui ne sera jamais satisfait par définition. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être passionné, hein. Ça, c'est une discussion philosophique qu'on peut avoir peut-être dans une prochaine communication, si ça vous intéresse. Mais atteindre une réelle satisfaction totale est voué à l'échec dans ce cas-là. En effet, plus on essaye de combler le manque qui crée notre désir, et plus on construit une image idéalisée de l'objet. On lui ajoute des qualités qui ne lui appartiennent pas au départ, ou en tout cas dont on ne peut pas savoir si elles lui appartiennent. Et comme c'est notre imagination qui est au travail, ce sont des qualités importantes pour nous et qui augmentent notre attente au fur et à mesure qu'on y pense, au-delà du raisonnable. Et donc, il n'a pas pu résister, car même s'il savait que le sous-marin n'était pas parfait, rien n'aurait pu l'empêcher d'aller, une fois de plus, s'approcher de l'objet de son désir. Un désir rendu illimité par l'imagination. Il y a en plus dans la passion cette pulsion de se donner, de s'abandonner à l'objet de son désir. On ressent beaucoup ça dans les relations sexuelles, par exemple. Mais cela existe dans tous les désirs de façon plus ou moins marquée. Et cela efface une partie de l'appréhension du risque. D'ailleurs, sa fille a bien précisé, il me semble avoir entendu tout à l'heure, qu'il était mort là où il aurait voulu mourir. Bon, ça permet aussi de tempérer la douleur, mais les artistes, par exemple, disent souvent vouloir mourir sur scène. On est là également dans le désir de s'abandonner totalement à l'autre ou à l'objet de nos désirs. En même temps, on désire aussi le posséder. Donc il y a toujours un va-et-vient comme cela entre les deux envies, comme on le ressent en couple, par exemple, c'est-à-dire s'abandonner à l'autre et en même temps le posséder. Et puis, qui ne prendrait pas tous les risques pour retrouver l'amour de sa vie? Et vous, qu'en pensez-vous? Vous reconnaissez-vous dans l'un ou l'autre de ces profils? Seriez-vous prêt à prendre des risques pour assouvir l'un de vos désirs ou l'une de vos passions? Dites-le moi en commentaire. Également, si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires. Et si c'est un peu personnel, envoyez-les-moi en message privé. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et votre identité sera de toute façon gardée secrète. C'est un des grands principes du coaching dans tous les cas. Et surtout, je demande, parce que je sais qu'il faut le demander, likez ma page Facebook Coach d'Excellence François. Je vous mettrai le lien quelque part pour recevoir ces petites analyses qui vous aident au jour le jour à comprendre vos décisions et à prendre vos décisions. N'oubliez pas qu'il n'y a que deux choses qui décident de votre avenir,
vos décisions et la chance, et il n'y a que vos décisions sur lesquelles vous pouvez jouer. À bientôt.